Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Comme chaque lundi, Arthur Lenoir filme, assisté d'Andrea Vilchange et répond à vos commentaires et à vos questions en direct. Ce soir, émission spéciale enregistrée dans le bureau de l'administrateur général. Bonsoir Eric Ruff. Bonsoir Béline. Alors ce soir, nous allons parler de la saison à venir, la saison 2022-2023. Mais avant cela, peut-être, parlons un peu de cette saison Molière, puisque vous êtes encore en pleine saison Molière, et ce jusqu'au 25 juillet. Oui, absolument, même si... Vous avez un pied dans cette saison Molière et l'autre déjà dans la saison d'après. Dans la saison d'après, même si nous n'arrêterons pas totalement de parler de Molière au début de la saison prochaine, parce que il y a des reprises de Molière évidemment, et que certains seront en tournée à ce moment-là. Donc on continue hors les murs la saison Molière, mais dans sa concentration que nous vivons actuellement, elle s'arrêtera le 25 juillet. Alors on a encore 2 mois de saison Molière, cette saison qui célèbre le 400e anniversaire du patron de la comédie française. Est-ce que si je vous dis que c'est une saison de retrouvailles avec le public, une saison aussi de salle comble, ça vous convient? Est-ce que ça correspond oui, en partie à la réalité? Oui, ça me convient, évidemment. J'ai coutume de dire que nous avons beaucoup de chance de sortir de ces 2 saisons de programmation, déprogrammation, reprogrammation que nous avons toutes et tous vécu. On en a un petit peu souffert avec cet anniversaire, alors qui est calendaire, c'est pas une bonne idée que j'ai eue. Le 400e anniversaire était le 400e anniversaire, il fallait le fêter, mais il est vrai que on a presque l'impression d'être sous la protection, sous l'égide du patron qui, depuis que nous avons commencé cette saison Molière, on a eu quelques annulations pour cause de Covid au mois de janvier, et puis depuis, tout se passe bien et les salles, effectivement, sont combles, et je crois que c'est assez miraculeux. Ça n'est pas le cas malheureusement de tous les théâtres. Les gens ne sont pas encore tous, le public n'est pas encore revenu, n'a pas repris apparemment l'habitude de revenir dans l'ensemble des salles qui étaient les leurs. Là pour le coup, on a énormément de chance, à tel point. Il y a un sociétaire l'autre jour que j'ai croisé et qui m'a dit: mais Eric, tu penses pas que ce serait une bonne idée de fêter peut-être le 401e anniversaire de la mort de Molière, et éventuellement qui ouvrira sur le 402e anniversaire de Molière. Voilà. Mais il est vrai que ça a été une chance extraordinaire de passer de ce cauchemar à cette joie. Avec quand même, vous étiez sur le fil début janvier. J'étais là, c'était un peu ça passe ou ça casse. On ne savait pas effectivement où entrait la situation sanitaire. Comment vous expliquez que par ailleurs les gens soient venus en nombre? Est-ce que cette saison Molière, elle induit avec ce public que vous connaissez bien, qui est celui de ce théâtre dans lequel vous êtes depuis longtemps, un rapport particulier, un rapport différent? Je crois qu'il y a 2 choses. On dit ça indûment parce qu'il ne l'a pas connu, mais l'autre nom de la comédie française, c'est la maison de Molière, même la maison, dit-on assez régulièrement entre nous. Que les gens viennent voir Molière en sa maison, il y a une espèce d'évidence. Finalement, cet anniversaire est fêté ici à la Comédie Française et pas tellement ailleurs. Donc pour ceux qui ont envie de fêter cet anniversaire, c'est dans ces murs que ça se passe. Et puis, au-delà du fait qu'on se dit, c'est Molière, allons à la Comédie Française, ce qui marche extraordinairement, c'est que c'est un auteur qui, une fois qu'on le fête, intéresse encore plus. C'est-à-dire, il est d'une efficacité tellement redoutable que, au-delà du fait, encore une fois, que il est normal de venir regarder un Molière à la Comédie Française, on en ressort à chaque fois absolument étonné, en se disant que cet auteur est absolument incroyable et que on comprend pourquoi il traverse les siècles, et on comprend pourquoi la Comédie Française fêtera dans quelques années le 500e anniversaire. C'est évident. Qu'est-ce que la troupe
pense de cela, c'est-à-dire la troupe qui tout d'un coup, pendant toute cette saison, s'est retrouvée à travailler de façon extrêmement intense, concentrée sur un seul auteur, un auteur qu'elle connaît, parce qu'elle le joue régulièrement, mais tout d'un coup, il y a une sorte de confrontation charnelle avec l'œuvre de Molière. Je crois qu'on est passé d'une sorte de commande d'anniversaire. On ne pouvait pas faire autre chose que de jouer du Molière. Et il y avait presque une angoisse en se disant mais il n'y aura que ça à jouer, on va perdre la prolixité que nous avons, voilà, la diversité des répertoires avec lesquels nous jonglons habituellement. Donc il y avait presque une angoisse, pas de s'ennuyer, mais d'être voilà dans une chose un peu univoque. Et beaucoup conceptuelle, répétitive. Oui, absolument. Et beaucoup des acteurs m'ont dit au cours de cette saison, parce que finalement on joue Molière très régulièrement, mais on le joue de loin en loin, mélangé à d'autres titres. Et là, l'anniversaire a créé une densité. C'est comme si on mettait tout dans un carré de jardin et on voit tout. Et la qualité extraordinaire de cette écriture, la polysémie invraisemblable de l'œuvre de Molière, tout d'un coup apparaît. Et apparaît au public, mais apparaît même à ceux qui sont censés en être les spécialistes. Donc finalement, devraient être les moins étonnés. Et en fait, si, nous sommes très étonnés à quel point, c'est ce que je voulais, à quel point les spectacles sont pris dans des esthétiques, dans des pensées, dans des acceptions théâtrales très différentes. Et ça marche à chaque fois. Et le panel, l'éventail des possibilités est absolument incroyable. J'espérais cette chose-là et naturellement, je crois que on fait ce constat-là. Parce que quand on imagine une saison, et c'est une transition idéale pour ce qui va suivre, on a une idée générale, on a peut-être une intention, mais finalement, on ne sait qu'en l'éprouvant ce que cette saison va donner. Est-ce que c'est le cas avec Molière? Est-ce que finalement, vous vous êtes rendu compte que tout cela faisait sens et de la fameuse polysémie de l'œuvre au fil des représentations? Au tout début, en fait, quand j'ai dû penser cette saison Molière, il fallait trouver des idées, choisir les titres, etc. Je me suis dit, mais est-ce que Molière pourrait correspondre à l'ensemble des activités que nous avons à la Comédie Française? Est-ce qu'on peut tourner avec Molière? Est-ce qu'on peut capter des spectacles de Molière? Est-ce qu'on peut tourner physiquement avec Molière? Est-ce que on peut faire des spectacles pour enfants avec Molière? Est-ce qu'on peut faire des cabarets avec Molière? Est-ce qu'on peut faire des comédies avec Molière, des tragédies avec Molière? Est-ce qu'on peut présenter des esthétiques et des époques différentes avec Molière? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il rentrait partout. Encore une fois, la richesse exceptionnelle de cet auteur fait que je n'avais rien d'autre que de placer dans une organisation qui est moderne, finalement, c'est ce très ancien auteur, et on s'est aperçu que il est juste d'une modernité folle. Ça paraît une palissade de dire ça, mais l'engouement des spectateurs, il n'est pas juste parce que c'est un anniversaire, il n'est pas juste parce qu'on a connu Molière à l'école. Les gens, je crois, sont sidérés quelquefois de rire, plus souvent de réflexion, de voir que l'acuité de cet auteur sur ce que nous vivons. J'ai toujours l'habitude de dire que les classiques Larousse, ça n'est pas l'apanage de ce qui est au programme de l'éducation nationale. Un classique, c'est celui qui nous parle toujours, celui qui n'a pas encore épuisé le fait que ça décrit quelque chose de notre organisation sociale, de nos êtres intimes, qui tout d'un coup est décrit avec une plume tellement extraordinaire que Molière est un immense auteur actuel. Molière est celui qui parle le mieux de nos soucis de santé. Molière est celui qui parle le mieux de notre incapacité à s'entendre, à faire concorde. Molière est celui qui parle le mieux de nos égos, de nos défauts. En même temps, Molière est celui qui est comme un ami qui se permet d'avoir une telle franchise parce qu'il est ami. C'est pas un personnage surplombant, c'est pas quelqu'un qui nous juge de loin. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que les gens rient tellement d'eux-mêmes, parce il se met dans le paquet. C'est un alter ego. Oui, et puis Molière, quand il dit voilà votre paquet, il n'oublie jamais qu'il fait partie de cette humanité-là et que ses propres paquets, il les pose aussi devant sa porte. Donc il est bêtement paradoxal, bêtement humain et absolument génial. Alors cette saison 22-23, donc qui fera suite à cette grande saison Molière, qui à bien des égards été
tout à fait particulière pour vous. Et qui n'est pas finie. Et pour la troupe, et qui n'est pas finie, et qui... il y a encore 4 spectacles. Il y a encore toute une salve de premières qui arrive à la salle Richelieu. C'est le spectacle pour lequel j'ai une immense curiosité, qui est le Jean-Baptiste, Madeleine Armande et les autres. Donc c'est Julie Deliquet qui se charge d'une sorte de portrait du patron en passant par la troupe. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle prend les prénoms de tous ces acteurs-là. Elle a l'intuition, elle s'est beaucoup documentée comme une historienne. Alors, il y a des choses que l'histoire ne retient pas. Pour appeler ça des plis de l'histoire, sur certaines organisations, de quoi parlait-il, comment il répétait, qu'est-ce que Molière prenait d'une réalité de rapport qu'il avait sous les yeux, qui est celle d'acteurs et d'actrices ensemble. Et donc elle a eu l'intuition de partir des membres de la compagnie maintenant. La compagnie maintenant, ça pourrait s'appeler Jean-Baptiste, Madeleine Armande et les autres, et jusqu'à Dominique, voilà, Dominique Blanc, la dernière sociétaire. Et je pense que ce que nous vivons à l'intérieur du théâtre tel qu'il est constitué actuellement à la Comédie Française n'est pas loin, en tout cas, des rapports de la troupe, n'est pas loin de la réalité native. Donc elle remonte par le biais de la réalité, de ce qu'elle voit des rapports entre les uns et les autres. Et elle fait fiction de cette chose-là en se disant je vais peut-être pouvoir expliquer ces zones d'ombre qui ne sont pas dans les bouquins d'histoire, mais qui par comme un saumon qui remonterait jusqu'à la source, peut-être déterminera quelque chose du début. Donc ça c'est Vous lui avez parlé de la métaphore du saumon à Julie Deliquet, parce qu'elle est non, je crois pas. Elle est très bien cette métaphore. Le saumon de Norvège qui remonte la rivière. Et puis au théâtre du Vieux-Colombier, c'est Louise Vigneault avec Alison Cosson qui signe un projet qui, au départ, devait être la mise en scène du roman de Monsieur de Molière de Bulgakov. Et puis, ça fait partie de ces projets qu'on me propose et qui dérivent comme ça, d'une façon magnifique. Moi, j'adore quand les choses dérivent. Et c'est devenu une pièce qu'elles coécrivent, toutes les deux, et qui est une pièce sur la fascination de Bulgakov et de Molière, mais qui vont être mises en rapport l'un et l'autre, comme dans une sorte de rêve éveillé où l'un, dans la fascination de l'autre, va pouvoir le rencontrer, sachant que les deux ont eu maille à partir avec la censure. Pas à la même époque et pas pour les mêmes raisons, mais qui ont été des écrivains libres dans la contrainte. Donc elle met en perspective ces deux grands, immenses auteurs dans un spectacle qui s'appelle Le Crépuscule des singes. Et puis au Studio Théâtre, Louis Arène. Louis Arène est un ex-pensionnaire de cette maison qui dirige le Monstrum Théâtre, qui est sa compagnie. Et il travaille, Louis, depuis très longtemps avec des masques qu'il fait lui-même dans des matériaux de synthèse, qui sont des masques qui sont très loin de la commedia dell'arte, mais qui ont une fonction absolue et très intéressante. Et donc je lui ai demandé, en disant, mais il faudrait que nous ayons un spectacle masqué, parce que la tradition italienne chez Molière était très importante, mais je ne voulais pas convoquer un spécialiste de la commedia dell'arte. Je me disais, mais c'est quoi les masques actuellement ? Donc Louis était évidemment tout trouvé pour ça, et il met en scène Le Mariage forcé au Studio Théâtre. Et puis Anne Kessler fait un singulis. Les singulis, c'est des seuls en scène. Anne Kessler fait un singulis. Elle fait masse de tous les personnages féminins qu'elle a pu jouer ou qu'elle ne jouera pas ou qu'elle rêvait de jouer. En tout cas, toutes les répliques des grands personnages féminins de Molière. Et elle fait en sorte de tordre le cou à une espèce de légende injustifiée qui dirait que Molière serait un auteur misogyne, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc Anne, avec sa singularité et sa force, va se charger de rétablir la vérité. De rétablir la vérité. Voilà. Et ce sera au Studio Molière Théâtre misogyne, pendant toute cette saison, et nous avons reçu, Judith Chen et moi, les membres des différentes distributions. C'est pas du tout, finalement, ce qui ressortissait. Effectivement, c'était plutôt... alors, sinon féministe, en tout cas, absolument pas dupe de ce qui se passait du côté des femmes et de leur enfermement. Non. Ne serait-ce que ce titre-là, Le Mariage forcé. À partir du moment où on travaille sur ce thème-là, c'est qu'on lui reproche quelque chose à ce thème-là et qu'on ne se fait pas à cette fatalité. Voilà. Les hommes ne sont pas épargnés. Non, les hommes ne sont pas épargnés. Et il y a des répliques absolument incroyables. Alors, il y a toujours, peut-être, ça vient du fait que lorsque nous sommes jeunes acteurs, Molière n'est pas facile à jouer. Mais Molière n'est pas facile à jouer. Je ne sais pas si
la convention de la commedia dell'arte, justement, des jeunes premiers, des jeunes premières, des naïfs, fait qu'il a peut-être laissé Molière ces personnages-là dans une convention qui les rend moins intéressants que lorsqu'on a un certain âge et qu'on commence à aborder des rôles pour les femmes et pour les hommes qui sont des rôles d'une richesse absolument dingue chez Molière. Mais il met dans la bouche des femmes des tirades, encore une fois, d'une profondeur, d'une efficacité, d'un drôlatique et d'une philosophie absolument incroyable. Donc, dans ce sens-là, il n'est absolument pas misogyne. La prochaine saison, donc 2022-2023. Nous y venons. Est-ce que, alors, elle est extrêmement riche. J'ai cru comprendre qu'en fait, elle n'est pas plus riche que d'habitude. Simplement, depuis 3-4 ans. Oui. Les crises s'enchaînant, finalement, vous n'avez jamais pu livrer une saison complète d'un seul coup, parce qu'il a fallu ajuster et procéder comme le petit poussait. On a beaucoup construit des choses ces derniers mois comme des tentatives d'évitement. C'est-à-dire ? Il y avait le problème... la web télé, par exemple, ou les théâtres à la table ont été inventés parce qu'il fallait bien trouver une solution à la distance dans laquelle nous étions, à l'impossibilité de recevoir le public, au fait que cette pièce-là était déprogrammée, qu'il fallait la reprogrammer. Donc, à chaque fois, les titres, toutes les idées n'étaient pas libres. C'est comme si elles avaient à chaque fois une sorte de fil qui les amenait à un problème dont on essayait de se détacher. Là, c'est la première saison où, alors je touche du bois, c'est la première saison où on revient à ce qui fait, j'espère, ou ce qui a pu faire le bonheur d'autres saisons, c'est-à-dire le mélange que j'ai toujours voulu entre la diversité des répertoires, en convoquant des hommes et des femmes qui sont des maîtres de la mise en scène en Europe, et puis la jeune garde de la mise en scène française et internationale, et puis ce qu'on appelle les metteuses et les metteurs en scène maison aussi. C'est-à-dire les membres de la troupe qui se saisissent d'un spectacle. Et puis le fait que j'ai toujours dit que cette maison était d'une grande liberté, parce que je n'ai pas à tenir une doxa de programmation en disant je ne travaillerai que ce style-là, ou je ne travaillerai que des auteurs vivants, ou je ne travaillerai que sur des auteurs du 16e. Voilà. Je peux mélanger parce que j'ai des transfuges, un ferment exceptionnel qui sont les acteurs et qui passent allègrement et avec talent et une apparente insouciance entre des textes contemporains et des textes classiques, entre des textes antiques et des spectacles pour enfants, et que ça fait le bonheur, je crois, des spectateurs qui, en suivant les acteurs, découvrent des répertoires très différents et des manières de penser le répertoire très très différentes, et puis des manières de penser le théâtre aussi très différentes, parce que entre Louise Vigneault et Ivo van Hove, entre Maël Poésie et Guy Cassir, entre Denis Podalides et Lilo Bord, il y a des différences, et tout ça fait, on a l'habitude de dire, il n'y a pas un théâtre, il y a des théâtres, et finalement j'ai l'honneur et la chance de diriger un théâtre qui a une force de frappe très grande, parce qu'il y a 3 plateaux et que on ne fait que des créations et des reprises évidemment, mais forcément l'offre de la Comédie Française est très très importante. Et il est vrai que cette saison n'est pas plus dense qu'une autre saison qui était montée normalement, mais il y a pas mal de personnes qui m'ont dit mais il y a énormément de choses. Je crois que c'est parce qu'on n'a plus l'habitude de faire des propositions qui chacune ont leur liberté de venir s'épouser les unes les autres pour créer du sens presque fortuit, alors qu'avant nous étions donc on a un gros problème, voilà ce qu'on va faire face à ce problème. Voilà comment le contourner. Voilà, comment on construit l'équilibre d'une programmation? Ça c'est votre cuisine interne, mais j'imagine qu'il y a un équilibre à tenir et qu'il n'est pas uniquement artistique. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre naturel des choses. Je ne pars pas avec l'idée qu'il faut que je mélange, que j'ai sur ma palette toutes les couleurs primaires, etc., dans une espèce d'ordonnance équilibrée. J'ai tendance à aller voir, je vais beaucoup au théâtre évidemment, et je vois des artistes qui m'intéressent, qui m'interrogent, qui me questionnent, qui me fascinent, qui m'éblouissent. Voilà, j'ai
mais à qui je reconnais une autorité, un monde comme ça constitué. Et ces gens-là, j'ai l'habitude de leur demander ce qu'ils auraient envie de monter, qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace, qu'ils n'ont pas pu monter jusqu'à présent pour des questions des fois de production, pour des questions la plupart du temps de générique d'acteurs aussi, parce que là, une troupe, ça sert à ça, c'est qu'on peut monter tout d'un coup un spectacle à 20 personnes, c'est tout aussi facile que de monter un spectacle à 10 personnes, étant donné que les gens, la troupe est là, les gens sont là. Donc je leur demande ça. Et en fait, en partant du carré de jardin de chacun, du désir profond de chacun, de la curiosité de chacun, ça fait, d'une manière sans doute involontaire et inconsciente, quelque chose qui finit par s'équilibrer parce que les propositions sont extrêmement différentes. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, j'essaie de rééquilibrer, bien sûr, pour que ce que je raconte de cette maison, on pourrait tout voir et que la Comédie Française est un théâtre qui est censé pouvoir représenter tous les théâtres, mais que chaque saison soit un panel. Alors, évidemment toujours subjectif, avec des trous dans la raquette, voilà. On peut pas tout présenter, mais que à chaque fois un spectateur puisse se dire, une spectatrice puisse se dire, tiens, j'adore cette chose-là, mais cette chose-là que je ne connais pas ou sur lequel j'ai un a priori, étant donné que c'est le même acteur qui le joue ou que c'est dans la même période, ben peut-être que le reflet de l'un à l'autre, l'effet de miroir va être intéressant. C'est ce que j'espère à chaque fois. Alors vous commencez la saison avec 3 créations. Gabriel, d'après Georges Sand, au Vieux Colombier, de Laurent Delvert, Rien ne s'oppose à la nuit, d'après Delphine de Vigan, ouais. Au Studio Théâtre, Delphine de Vigan et Elsa Le Poivre se sont coltinés au texte pour l'adapter. Et puis, oui, absolument. Alors puis, ça c'est pareil, c'est des mystères et c'est des miracles. Je ne suis pas allé voir Delphine Le Vigan pour lui demander le droit d'adapter son texte. J'ai appris par la suite d'ailleurs qu'elle l'avait refusé jusqu'à maintenant, mais il y a des affinités électives entre les gens. Elles se sont trouvées. Je ne connaissais pas cette amitié entre Delphine de Vigan et Elsa Le Poivre, mais que tout d'un coup Elsa Le Poivre s'intéresse à ce texte-là, que Elsa Le Poivre puisse incarner Delphine de Vigan, que toutes les deux puissent travailler à l'adaptation de ce texte est devenu une évidence. Donc là où c'était bloqué tout le temps, parce que c'est un texte, c'est un roman que beaucoup d'entre vous ont lu, qui est multiprimé, extrêmement important. Que beaucoup se sont déjà appropriés, en fait. Que beaucoup se sont déjà appropriés. Là, pour le coup, on va pouvoir le mettre en scène, et c'est Fabien Gorjard, qui est quelqu'un que j'ai rencontré, parce que j'ai vu un spectacle qui était avec Clotilde M. et qui s'est joué au 104 notamment, qui s'appelle Stallone. Voilà, un spectacle magnifique, une sorte de seul en scène avec Pascal Sangla qui joue et qui fait de la musique également. J'ai adoré ce spectacle et donc j'ai rencontré ce metteur en scène qui est aussi avant tout, je crois, réalisateur. Et donc voilà, l'équipe s'est constituée et donc ce sera la première création, effectivement, Rien ne s'oppose à la nuit, au Studio Théâtre, voilà. Et puis, alors voilà, c'est le retour de Thomas Ostermayer. C'est le retour de Thomas Ostermayer, absolument, oui. Une saison haute en couleurs et... retour à la Comédie Française. Avec Shakespeare. Il avait donc fait La Nuit des Rois, déjà. Maintenant, Thomas Ostermayer et Shakespeare, c'est une sorte de compagnonnage que tout le monde observe avec fascination dans le monde entier. Je n'ai pas interrogé le monde entier, mais je crois que ce couple-là, comment ce metteur en scène allemand a un regard, une méthode exceptionnelle sur Shakespeare. C'est un couple qui fonctionne. C'est un couple qui fonctionne, qui marche absolument. Bien. Thomas m'a dit, j'aimerais monter Le Roi Lear à la Comédie Française. Ça peut vous dire que je n'ai pas refusé cette idée, évidemment. Il ne l'a jamais monté. Et il m'a dit, je songe à ce projet depuis que j'ai 15 ans. Je ne dirais pas l'âge de Thomas Ostermayer, mais c'est à peu près le mien, je crois. Donc c'est pour vous dire qu'il a une grande maturation de son projet. J'ai vu la maquette et j'ai aimé une chose, vous savez, au 19e siècle, il y avait dans ce théâtre, ici à la salle Richelieu, ce qu'on appelait les décors à volonté. Il y avait le même décor pour toutes les comédies, le même décor pour tous les Molières, d'ailleurs le même décor pour toutes les tragédies. Et là, c'est comme si Thomas inventait une sorte de décor à volonté pour lui, à la Comédie Française et pour Shakespeare. Pour ceux qui sont venus voir La Nuit des Rois, ils se souviennent peut-être de ce chemin à l'intérieur de l'orchestre, sur l'orchestre, comme ça, comme une espèce de
Avec d'autres choses qui s'y passaient. Une mer rouge qui s'écarte pour laisser passer les acteurs, avec plusieurs choses qui s'y passaient, absolument. Et puis ce trône qui était là, c'est exactement le même dispositif, avec une scénographie dont les couleurs et le volume changent, et évidemment. Et donc il met en scène ce roi Lear, qui est l'histoire de ce roi qui veut léguer et séparer son royaume entre ses 3 filles, et qui demande à ce que ces 3 filles publiquement témoignent de l'amour qu'elles ont pour lui. Et malheureusement, l'orgueil des hommes est tel qu'il ne reconnaît pas en celle qui est la plus pudique, et donc celle qui est la plus courte dans son éloge, il ne reconnaît pas celle qu'il aime le plus sincèrement. Et il se fait avoir par celles qui sont capables d'être politiques et de faire un panégyrique comme ça de lui-même, trop beau pour être vrai. Voilà. Et donc il déshérite celle qui est sa préférée au départ. Qui est sa préférée au départ. Voilà. C'est Thomas qui va monter ça. Donc voilà. Vous êtes content? Ah, ravi. Qui joue le roi Lear? C'est Denis Podalides qui va jouer le roi Lear, absolument. C'est Denis. Donc tout le monde répète là ou va répéter? Va répéter, ils n'ont pas commencé encore. D'accord. Tout le monde va répéter. Alors les metteurs en scène, vous savez, sont extrêmement différents, mais Thomas Ostermeyer demande là que le texte soit su la première répétition. D'accord. Voilà. Thomas estime toujours... La première répétition à la table ou à la... Oui, même à la table. À partir du moment où on commence, il veut... Alors c'est une nouvelle traduction de Cadio. Olivier Cadio, ouais. D'Olivier Cadio, que les acteurs ont en main. Et bon, il y a beaucoup de textes dans le roi Lear, donc... il veut ça. Il y a un exercice que fait Thomas, qui est un exercice avec du badminton, et il demande aux acteurs de jouer au badminton tout en récitant leur texte. Et cet exercice-là est tellement difficile. Mais qui convoque quoi, en fait? Ça convoque la tension sur le volant qu'il faut choper, et en même temps, ça prouve si le texte est totalement intégré, et donc il peut sortir avec une attention sur autre chose, par rapport à ceux qui ne peuvent le sortir qu'à partir du moment où il se dit « Ok, je suis absolument sur mon texte ». Donc c'est peut dire que les acteurs actuellement sont en train d'apprendre. Ils sont en train d'apprendre, voilà. Ils n'ont pas encore commencé les séances de badminton. Vous reprenez également cette saison de grands spectacles. On n'a pas parlé de Gabriel. Ah, on n'a pas parlé de Gabriel. Donc d'après Georges Sand. D'après Georges Sand, absolument. Qui est mise en scène par Laurent Delvert au Vieux Colombier et qui inaugure vraiment la saison, puisque Gabriel, c'est le 21 septembre. Absolument. Voilà. Ça, c'était un spectacle qui a été pensé et dont la maquette du décor, notamment, a été proposée pendant les malheureuses saisons que nous avons traversées. Et je suis très heureux qu'enfin, on puisse faire atterrir ce spectacle. Georges Sand. Donc c'est un spectacle qui est en suspens depuis 2 ans. Alors il n'avait pas été répété encore. Contrairement à d'autres. Mais la maquette du décor et le projet du spectacle avait d'ores et déjà été pensé. C'est une très belle pièce. Georges Sand invente une héroïne de théâtre magnifique, Gabrielle, qui, comme son nom l'indique, est un nom non genré. Gabrielle sans eux. Gabrielle sans eux, absolument. C'est l'histoire d'un vieux prince qui a 2 fils, et ces 2 fils sont l'un une fille et l'autre un fils. Et le seul fils qu'il revendique est celui qui n'a qu'une fille, et dans le patriarcat dans lequel ils sont, on ne peut pas léguer son pouvoir à une femme. Et l'autre fils qui a un fils, lui, est détesté, c'est un fils dégénéré, donc il ne veut sûrement pas en entendre parler. Et un petit peu comme dans la dispute de Marivaux, il capte cette jeune enfant lorsqu'elle est bébé, et elle vit dans une sorte de bulle absolue où on lui dit qu'elle est un homme. Donc, comme elle n'a aucun élément de comparaison, elle pense qu'elle est un homme. Et la pièce commence quand, enfin, on lui dit la vérité. Et on lui dit qu'elle est une femme. Et donc, elle va être devant ce dilemme pour l'époque qui accusait encore plus la différence de continuer à penser et à jouer d'être un homme et de pouvoir exercer le pouvoir qui lui est dû par droit d'aînesse, ou finalement d'assumer sa qualité de femme avec toutes les difficultés que ça comporte à l'époque. Et que évidemment que l'amour va venir mettre un coin à l'intérieur de cette Donc problématique. Elle fait le choix de rester un homme, ou elle fait le choix... Elle fait d'abord le choix... non, elle fait le choix d'être une femme. Voilà. Et...
vous verrez tout ça. Je peux pas spolier. Ne spolions pas. Oui, vous. Et Laurent Delvert est celui qui a monté Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée de Musset au Studio Théâtre il y a quelques saisons. Et c'est aussi quelqu'un qui nous est très précieux parce qu'il est l'assistant français d'Ivo Van Hove. Donc tous les spectacles qu'Ivo a fait ici, des années à l'Extra-Ouest et à Tartuffe, c'est toujours lui qui refait les répétitions, qui fait les castings des enfants lorsqu'il y a des enfants, etc. Et c'est lui qui, pour la reprise du Tartuffe, on y viendra, puisqu'il y a des reprises de spectacles importants, emblématiques. C'est lui qui, par exemple, dans le cas d'une reprise, s'occupe des quelques répétitions qui précèdent la reprise. L'organisation de la comédie, comment ça se passe? L'organisation de la Comédie Française est telle qu'on ne peut pas attendre que les metteurs en scène soient libres pour refaire des répétitions et placer la reprise au moment où leur calendrier le permet. Nous, on est obligé. Non, c'est un Tetris injouable. C'est un Tetris, donc on essaye d'y faire attention. Lorsque les metteurs en scène sont en France, ils viennent évidemment par souci de leur spectacle et par amitié, ils reviennent faire des répétitions. Et sinon, on a des assistantes régisseuses maison qui ont l'ensemble du sens et des indications scéniques avec lesquelles nous répétons. Et puis, de temps en temps, il y a les assistants et Laurent, en plus d'être un metteur en scène, est un assistant extrêmement précieux. Donc ces reprises, il y a effectivement de grands spectacles repris, notamment La vie de Galilée, qui est l'un de vos spectacles de Bertolt Brecht, que vous avez mis en scène en 2019, avec ce décor si spectaculaire. Ce sera donc une reprise pour la saison prochaine, et ce sera le dernier spectacle de Monsieur Hervé Pierre, de l'un des sociétaires, de la troupe. Oui, absolument. Hervé est en date anniversaire. Il aura passé 15 ans dans cette troupe-là. Et lors des dates anniversaires, on peut décider de partir de cette maison. Ce qu'il fait, à l'âge qu'il atteint maintenant, ses désirs d'avoir encore une autre carrière, ses désirs de repos et de nature, comme certains l'ont enregistré pendant le confinement. C'est quelque chose de positif, c'est que de temps en temps on a eu le temps de voir des bourgeons pousser. Oui, ce qui n'est pas toujours le cas quand vous êtes en pleine saison. Absolument. Et donc Hervé voulait... C'est un immense acteur de la scène française, Hervé. Il était très important pour nous depuis qu'il est rentré. Et puis, tout bêtement, c'est un grand ami. Et c'était votre acomate dans Bajazet. Il était mon père Gunthe, il était mon acomate dans Bajazet. Et il est Galilée dans Galilée. Et pour ceux qui s'en souviennent, le spectacle de Galilée, en tout cas le montage que j'en ai fait, finit par la fille de Galilée. Il demande à sa fille comment est la nuit, et sa fille lui répond clair. Et que Hervé trouvait ça très, très joli de partir sur cette réplique. Voilà. C'est particulier le départ d'un élément important dans la troupe. C'est pas la première fois que vous vivez cette. Oui, bien sûr que c'est particulier. Quand c'est complètement souhaité, quand c'est pour aller vers autre chose, j'imagine que c'est doux et triste. Ouais, mais c'est réveillant pour tout le monde. Voilà, quand une Georgia Scaliette décide de partir parce qu'elle a envie d'estimer son talent à l'aune d'autres aventures, dans d'autres systèmes de répétition ou de production. Ce qui est assez magnifique, c'est ça réveille toute la troupe en disant mais alors moi aussi je pourrais partir. Donc pourquoi est-ce que je reste? Quelles sont les vraies raisons? Quelle est la magnificence de cette maison, quels en sont les défauts. Donc ça permet à chacun de se recomposer. Donc c'est important. Et puis Hervé, après avoir tenu magnifiquement la place qui était la sienne, la libère pour quelqu'un d'autre. Et c'est l'histoire de cette maison. Alors, cette question autour de pourquoi je reste et quelles sont les raisons qui font que je reste, elle est en partie évoquée dans le film de Christophe Honoré qui s'appelle Guermantes, qui est un drôle d'objet cinématographique qui fait écho aux côtés de Guermantes, une pièce qu'il a adaptée de Proust et mise en scène pour la Comédie Française, et qui est reprise également, mais qui fait partie de ces pièces avec Angels in America, mise en scène par Arnaud Desplechin, d'après Tony Kushner, qui ont été un peu lancées et qui sont restées en vol, en fait. Parce que ce sont des pièces qui ont été arrêtées, soit par la pandémie, pour Guermantes, soit par les grèves. Arrêtées de temps en temps. Pour Angels in America. Absolument. Donc
C'est une décision que vous prenez parce que justement ce sont des pièces qui ont été très peu jouées. Vous décidez de les reprendre parce que... Oui, bien sûr. Je suis toujours attentif, évidemment, au fait qu'une partie du public n'a pas pu voir ces pièces-là et potentiellement désirerait les voir. Je suis toujours attentif au fait que les comédiennes et les comédiens, de temps en temps, n'ont pas fait le tour des personnages. De temps en temps, on prend cette expression, c'est-à-dire que... C'est quoi faire le tour d'un personnage ? C'est-à-dire, aller en chercher toutes les facettes. Il y a les répétitions, puis ensuite il y a l'exploitation, et quand on commence une exploitation, le travail n'est pas fini. On est tout d'un coup dans un compagnonnage, jour après jour, représentation après représentation avec un personnage, et il y a une sorte de rencontre qui se fait, de temps en temps plus profonde que d'autres, et il y a toujours un moment où je sens que les acteurs, ça y est, ne puissent plus de force à l'intérieur d'un spectacle, ils en ont fait le tour. Et puis il y a d'autres fois où si je retire ce spectacle-là au moment où ils ont encore à manger à l'intérieur, ça peut être une frustration très 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 grande. Et donc ces deux spectacles-là, qui se sont très peu joués, peut-être une quinzaine de fois l'un ou l'autre, arrêtés pour des raisons différentes, des fois des répétitions arrêtées, puis ensuite une exploitation arrêtée, ils n'ont pas fait le tour. Voilà. Et puis tout bêtement en production aussi, j'ai besoin de faire en sorte que ce qui a coûté en termes de costumes, de décors, de réalisation, on a besoin de l'exploiter tout simplement et de le faire voir. Ça sert quand même à ça. Alors, deux spectacles de Clément Hervieux-Léger, La Cerisay, Tchekhov, créé l'année dernière, aussi Le Petit Maître corrigé. Oui. Vous reprenez Les Serges, mais alors Rebecca Marder, cette jeune pensionnaire qui a décidé de partir, est remplacée par une nouvelle. Oui. Marie Opère. On parlait d'Hervé, on parlait de Rebecca Marder, qui sont deux merveilles, mais encore une fois, personne n'est irremplaçable, et dans une troupe aussi ancienne que la Comédie Française, il serait beaucoup de forfanterie que de se penser irremplaçable. Donc Rebecca est partie pour le cinéma notamment, qui a besoin d'elle et de son talent et de sa jeunesse. Donc, elle est partie pour vivre ce rêve-là. Je ne doute pas qu'elle reviendra au théâtre, peut-être à la Comédie Française un jour. Mais oui, il faut la remplacer. Et puis alors, c'est une conjonction de plein de choses. Mais Marie Opère, qui est une pensionnaire qui vient de rentrer, a une voix exceptionnelle, et que bien évidemment qu'elle va pouvoir... alors, elle est plutôt physique de Jean Seberg que de Jane Birkin, mais elle va avoir le grand bonheur d'intégrer ce spectacle musical qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est une petite merveille. Ils ont voulu s'appeler Les Serges parce qu'ils voulaient toutes et tous pouvoir incarner Serge Gainsbourg, qui n'est pas un qui joue Serge et puis les autres parce que il aurait une tronche ou des oreilles décollées. Ils ont tous voulu l'incarner, et finalement, dans cette multiplicité de points de vue, ça fait un portrait assez juste et assez singulier de Serge Gainsbourg. D'ailleurs, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg on a eu l'honneur qu'elles voient ce spectacle, et elles étaient très troublées finalement de la justesse assez illogique, parce qu'encore une fois, c'est loin d'être un biopic, absolument pas. Donc c'est une jolie merveille que ce spectacle. Je me souviens de Jane Birkin disant à cette antenne, ça m'a donné la nostalgie de Serge. Oui. Tout est dit. Tout est dit, sur la qualité. Parce qu'ils l'ont approché. Ça fait partie de ces spectacles. Je crois qu'ils ont plébiscités par le public. Il faut pouvoir reproposer. Typiquement. Oui, absolument. Et puis, bien évidemment que les acteurs et les actrices qui jouent dans des spectacles plébiscités ont toujours envie de les reprendre, parce que c'est naturel. C'est toujours un grand plaisir d'avoir du succès. Voilà. D'autres spectacles, et on reviendra aux créations, parce que j'essaye de suivre un peu la chronologie, même si tout ça est on fait des petites sorties de route. 2 spectacles de L'Île au bord. À vous de ne rien oublier. Non, j'essaye. On sera peut-être pas totalement exhaustif. Moi, je suis très cartésien. Généralement, je fais les créations, Richelieu, ensuite le décor, ensuite le studio. Je divague vers les reprises. Mais il y a ces 2 reprises de L'Île au bord. Il y a l'Avare, donc qui fait partie de la saison Molière. Bien sûr. Qui est encore joué. Bien sûr. Nous avons croisé l'Avare tout à l'heure avant de monter. Pour ceux qui s'inquiéteraient d'avoir loupé des Molières sur la saison Molière, en tout cas toutes les créations qui ont été faites, il est évident qu'un Molière à la Comédie Française se joue assez longtemps, et entre les centenaires, ça continue à se jouer. Donc,
La VAR sera repris. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet. Le Malade imaginaire, qui est dans la mise en scène de Claude Strass, est un des spectacles qui a été le plus repris. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit... Alors, je crois que le terme utilisé ici, c'est la réforme. Qu'est-ce qui fait qu'on réforme un spectacle? C'est-à-dire qu'on décide que cette mise en scène a vécu et que ce décor a vécu et qu'on va passer à autre chose. Alors, c'est une contrainte très simple qui est une contrainte spatiale des lieux de stockage de la Comédie Française. Un décor, même s'il est très bien conçu, même s'il se met ce qu'on appelle sur des tas, c'est-à-dire qu'il est constitué de feuilles qui se mettent les unes contre les autres pour essayer d'optimiser ce que ça prend comme emprise au sol, malgré l'attention qu'on peut porter à ce système-là, au bout d'un moment, si toutes les cases à décor sont remplies, on ne peut plus faire de nouvelles créations. Donc il y a un turnover. Donc en fait, c'est une histoire, c'est finalement une histoire de place, une histoire de logistique qui fait qu'à un moment donné, on se dit bon, voilà, ce spectacle-là. Oui, alors il y a cette contrainte-là, et puis ensuite il y a des signes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que le générique d'un spectacle a fait le tour des personnages, a fait le tour du spectacle, voilà. Mais des fois, on fait le tour du spectacle au bout de la 6e reprise. Des fois, c'est possible que on sent une sorte d'épuisement, mais très longtemps après. Donc ça peut, la fin. 6 reprises, ça veut dire que c'est un spectacle qui dure sur 20 ans. Oui. Non, 15 ans. Non, ça peut être 6 reprises, ça peut être sur, une petite dizaine d'années. Ça c'est possible. Donc ça, et puis bien évidemment que un avare a une durée de vie beaucoup plus grande qu'un texte contemporain. Peut-être que dans quelques années, ou quelques décennies et quelques siècles, ce texte qui maintenant est contemporain deviendra un immense classique qui pourra être repris tout le temps, tellement ce sera devenu un tube. Vous avez une idée parfois de ça? Vous vous dites ça restera? Non. Non, je ne le sais pas. Vous n'êtes pas la pitié du répertoire. Non. Mais on a l'habitude, je veux dire, on fait du théâtre, mais les spectateurs aussi font du théâtre, ou font le théâtre. Mais justement, je sais pas comment dire dans la réception que les spectateurs ont d'un texte contemporain, dans la façon dont tout sa vie, dont la troupe le vit, on ne se dit pas, celui-là risque de perdurer Oui, non, des fois l'émotion est très grande, mais le nombre d'acteurs requis fait que ce sera toujours un spectacle difficile dans d'autres conditions, par exemple. Et puis des fois, on a des succès extraordinaires, mais les spectateurs, finalement, au-delà de ce plaisir immédiat et ce salut immédiat, finalement, oublient très vite ce spectacle-là. Et au bout d'un moment, on le sait. D'autres fois, les spectacles qui sont longs... Vous le sentez? Oui, parce que les gens n'en parlent pas. Ce que j'appelle l'imaginaire collectif, c'est des gens qui reparlent de certains spectacles parce qu'ils en ont entendu parler. Certains pensent même l'avoir vu tellement ils en ont parlé que il y a assez régulièrement la conférence du Vieux Colombier d'Artaud. Moi, je connais bien la jauge du Vieux Colombier et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, à l'époque, ont dit qu'ils l'avaient vu que de possibilités de s'asseoir dans la salle parce que c'est devenu légendaire. Voilà. C'est ce que j'appelle l'imaginaire collectif. Et de temps en temps, la Bérénice de Gruber, qu'on a eu la chance de redonner sur la web télé lors du confinement, cette Bérénice-là a été huée au départ, a fait une grande polémique. C'est une sorte de bataille d'Hernani entre ceux qui étaient profondément touchés, mais une grande majorité de gens qui ne s'y reconnaissaient absolument pas. Et puis, l'administrateur de l'époque a repris ce spectacle parce qu'il lui importait. Et lors de la reprise, c'est devenu un spectacle légendaire. Donc, en fait, on ne sait pas. Et j'adore ne pas savoir. Alors, en 2023, à partir du mois de janvier, vous présenterez de nouvelles créations, après les créations qui vont inaugurer la saison, La mort de Danton, de Georges Büchner, mise en scène Simon Delétang, qui présentait l'année dernière Anéanti de Sarah Kane. Ça a été un peu chahuté parce que ça fait partie de ces spectacles qui ont répété, qui n'ont pas pu être joués tout de suite, puis qui l'ont été cette saison, en fait. Oui, absolument. Il me semble que celui-ci est passé entre les miasmes, si mes souvenirs sont bons. C'était très périlleux, effectivement, cette période-là. C'est la première mise en scène de Simon Delétang à Richelieu. C'est l'entrée du texte au répertoire. Oui, absolument. Absolument, je crois que... Combien de textes rentrent au répertoire cette saison?
Est-ce que cette saison, il y en a 3. Le Roi Lear, qui n'y est pas. De temps en temps, on le Roi Lear de s'aperçoit Shakespeare n'est que pas au les tubes, répertoire. non, n'est pas au répertoire. De même que apparemment Médée n'est pas au répertoire. En fait, on pensait qu'il était au répertoire parce qu'il a été joué. Médée d'Euripide, oui, qui sera elle a jouée été un peu plus jouée. tard. On va en parler après. Médée d'Euripide va être jouée. Elle avait été jouée, mais lorsque la Comédie Française était à l'Odéon, et l'histoire a dit que même si c'était à l'époque la salle principale de la Comédie Française, ça ne compte pas. Donc ça a été joué, mais il faut le faire re-rentrer au répertoire. Et La mort de Danton, je me souviens que Mathias Langhoff avait monté une magnifique adaptation de Léonce Héléna et de Lenz, qui s'appelait Lenz, Léonce Héléna. Voilà, il avait mixé les deux œuvres. Et là, c'est Simon Delétang, qui est le directeur du Théâtre du Peuple, actuellement, à Busan. Simon, qui est un metteur en scène que j'aime infiniment et que je suis depuis quelques années, et qui est spécialiste de Büchner, parce qu'il a monté Wojciech, et je crois qu'il a monté Léonce Héléna, si mes souvenirs sont... Non, Lenz, pardon. Wojciech et Lenz. Il est mort à 23 ans, Georges Büchner. C'est une sorte de météorite littéraire, et il a écrit 4 pièces. Il est spécialisé là-dedans, Simon Delétang. Il a écrit 4 pièces, et les 4 pièces sont restées dans l'imaginaire collectif. Donc c'est assez exceptionnel. Absolument, du théâtre. Absolument. Et là, c'est La mort de Danton. La mort de Danton, je crois que c'est Gruber qui en avait donné une version absolument magnifique. Jean-François Sivadier en a donné une version magnifique aussi. Je lisais il y a pas longtemps que Büchner disait que les dramaturges ou les auteurs de théâtre avaient une prérogative sur les historiens. Ils étaient au-dessus des historiens, parce qu'il disait que les historiens ne font que raconter objectivement ce qui s'est passé, les faits, alors que le dramaturge explique dans quelle épaisseur de cuir, dans quel paradoxe humain, dans quelle humanité, dans quel caractère les décisions qui font l'histoire ont été prises. Donc c'est exactement ça, et c'est d'autant plus intéressant que c'est un Allemand qui observe un événement historique français, et qui s'empare un événement plus que fondateur de notre République, et qui met en scène, dans une chronique comme ça, magnifique, tous ceux qui ont fait la Révolution, qui en ont été victimes au bout d'un moment, qui sont passés de l'autre côté, après avoir fait guillotiner, ils ont fini guillotinés eux-mêmes, et ça pose beaucoup la question, qui malheureusement nous intéresse toujours: est-ce que des grands mouvements sociaux, est-ce que des révolutions doivent obligatoirement emporter ce qu'on appelle des victimes collatérales, des innocents qui n'en peuvent rien, ou est-ce que non, il faudrait ne faire aucune victime? Est-ce que la violence est inhérente? Absolument. Et est-ce que la violence et est-ce que les victimes innocentes sont une part obligatoire, qu'il faudrait accepter pour un changement de paradigme qui concernerait le commun. Voilà. Et cette question-là est posée d'une façon magnifique par Georges Büchner et Simon. Et Simon Delétang. Ce sera la seconde création après Le Roi Lear de la salle Richelieu. Sur la salle Richelieu. Ouais, absolument. De vos pensionnaires, Géraldine Martineau met en scène La Dame de la Mer. Donc là, on est vraiment dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire que vous arrivez à installer cette volonté qui est la vôtre d'avoir à la fois de convoquer des grands maîtres internationaux du théâtre, Thomas Ostermeyer, de jeunes créateurs français, Simon Delétang, et puis des pensionnaires ou des membres de la troupe. Oui, mais alors Géraldine appartient aux deux familles. Oui, elle appartient aux jeunes créateurs français. Quand je l'ai découverte, Géraldine, j'ai découvert notamment Une mort de Tintagiles qu'elle avait fait à La Tempête, que j'avais trouvé absolument exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai compris que sa vraie matière était plutôt justement des auteurs du Nord. Mais dans un premier temps, je lui avais demandé de monter La Petite Sirène au Studio Théâtre, qui avait été repris, donc ça a joué pendant 2 ans. Et entre-temps, Géraldine est devenue, parce qu'elle est actrice également, est devenue pensionnaire de la Comédie Française. Donc elle a commencé à monter La Dame de la Mer en tant que metteuse en scène, et elle va le jouer en tant que metteuse en scène maison, parce qu'elle est devenue pensionnaire de cette maison. De cette Dame de la Mer d'Ibsen, qui est une pièce sombre et magnifique d'une femme qui a épousé par raison un homme plus âgé qu'elle, qui a 2 filles, elle étant à peine plus âgée que ses belles-filles, et qui a réussi à équilibrer
rééquilibrer sa vie dans une acceptation un petit peu amère. Tout ça dans une lande. Le paysage est très important dans une lande entre la mer tumultueuse et puis une sorte de lac absolument immobile, comme si elle était dans cet entre-deux, entre son tumulte intérieur et ce qu'elle impose à sa vie. Et puis elle a eu à un moment de son histoire, avant ce mariage-là, une rencontre avec un marin presque anonyme, avec qui elle a eu une sorte de promesse de vie obscure. Et cet homme est parti, et évidemment cet homme revient pour chambouler la vie de cette femme. C'est tout ce que ça raconte la Dame de la Mer. Au Vieux-Colombier. Tout ça au Vieux-Colombier. Tout ça avec des impondérables de place et de oui, absolument. Gageur de mise en scène. Et en même temps, c'est des lieux qui sont assez beaux pour ça. C'est une gageure scénographique, mais c'est toujours très beau. C'est un théâtre qui décrit des gens qui sont enfermés en eux-mêmes dans une météorologie totalement intime, dont ils n'arrivent pas à se départir, alors qu'ils sont au milieu d'étendues d'une vastitude absolument incroyable. Cette pièce, moi j'ai vu les répétitions pendant les confinements, je ne sais plus lequel. Comment est-ce qu'on rattrape une pièce qu'on a répétée et qu'on a fait aboutir et puis qu'on a laissé là et c'est pas la première fois que ça se produit. Je ne sais pas encore. Effectivement, cette pièce a été vraiment répétée au moment où on pouvait travailler mais ne pas recevoir de public. Donc j'avais imposé à la troupe de faire quand même des sortes de premières pour qu'ils puissent avoir une finalité chronologique, de se dire, au moins, on travaille jusque-là. J'avais demandé aussi, pour pouvoir réagir le plus tôt, une fois que ce serait possible, que le son, la lumière, le décor, tout soit prêt, comme une vraie première. J'étais le seul spectateur de ces vraies premières, donc c'était très curieux pour eux. Les répétitions de la Dame de la Mer, et pour moi, ont été difficiles, parce que se projeter, c'est une pièce d'une grande densité. Par contre, paradoxalement, et peut-être pas paradoxalement, mais La Cerisay, par exemple, qui va être reprise, là vous en parliez, de Clément Léger dans la mise en scène de Clément. Alors eux, répéter La Cerisay dans un théâtre vide, sans spectateurs, comme dans une propriété déjà abandonnée, il y avait quelque chose qui, eux, pour le coup, ont adoré. Et autant certains se sont angoissés en disant, mais on va jouer devant personne, donc pourquoi travailler? Et d'autres se sont dit, bien, pour une fois, je n'ai pas à me dire, tiens, c'est la première, j'ai peur, il faut que je choisisse, je peux continuer à travailler jusqu'au bout, étant donné que la rencontre avec le public sera pour plus tard. Donc là, c'est tout à fait ça. On reprend ce spectacle et il a été créé comme une ébauche, voilà, comme si on en avait fait le tracé, voilà. Et puis, ça va évoluer. Il y a des gens qui ont changé dans la distribution. Donc, il y a des gens qui auront répété ce spectacle pour ne jamais le jouer, et d'autres qui vont venir s'appuyer sur le travail déjà fait. Mais généralement, ça renourrit beaucoup les choses, et on aime, nous, généralement, travailler. Là, par exemple, Thomas Ostermeyer va répéter à la fin de cette saison. Il va commencer à répéter parce que c'est le premier spectacle de la saison d'après. Et entre les deux, il y a les congés d'août, et les acteurs et les metteurs en scène aiment beaucoup ça parce qu'on pousse le travail, et tout d'un coup, il y a un moment de latence où tout retombe, tout retombe. On oublie ou pas dans ce moment de latence? On oublie, et en oubliant, on trouve généralement, on arrive à loucher un petit peu, à oublier, ne pas être le nez dans le guidon, et généralement on comprend ce qui n'a pas été bien initié, ce qui reste à faire, etc. Et donc là, finalement, Géraldine, c'est pas un mois d'août qu'elle a vécu, ça sera une saison entière. Voilà. Des spectacles pour enfants, vous le disiez, ça fait partie, c'est important dans la programmation de la Comédie Française. Véronique Vella retrouve Marcel Aimé au Studio Théâtre. Voilà, avec Raphaël Sodinos. Elle retrouve Delphine et Marinette. Ouais. C'est un autre animal, cette fois-ci. Le chien. Qu'on a déjà vu, parce qu'il y avait le cerf et le chien. Ouais. On a eu le loup, le cerf et le chien, et maintenant c'est le chien. Le chien tout seul. Absolument. Mais Véronique, elle creuse son sillon, qualité de metteuse en scène et de spectacles musicaux aussi, parce que on sait à quel point elle chante magnifiquement. Raphaël Sodinos également, et généralement elle s'acoquine avec Vincent Leterme pour la musique de ses spectacles, des spectacles pour enfants. On en a pris l'habitude, et puis elle avait
pensé ça comme un triptyque, donc elle voulait absolument finir. Et puis, Delphine et Marinette sont toujours Elsa Le Poivre et Florence Viala, qui ne vieillissent pas dans les rôles, comme l'étrange destin de Benjamin Button. Voilà, qui ont des couettes. Ça rajeunit absolument. Donc oui, elles vont travailler avec. Puis c'est un bonheur pour la troupe aussi, parce que certains acteurs qui vont avoir la chance d'intégrer ont été spectateurs des 2 premiers spectacles et se disent tiens, je rentre dans l'animalerie, c'est à moi d'incarner un des héros de ces contes. Je me souviens de Stéphane Verhutten qui disait que c'était un de ses premiers spectacles, sinon le premier, et que c'était difficile quand même. Je sais pas ce qu'il jouait, un chien d'ailleurs peut-être. Il disait on rentre là-dedans et en fait il faut. Bœuf, je sais plus. Ou un bœuf peut-être. Ouais, je sais plus. En tout cas, il expliquait que pour un acteur, tout ça a été tout sauf simple et En fait, on est toujours très impressionné, puis on aime beaucoup ça, mais jouer devant des enfants. Pourquoi vous êtes impressionné par les enfants ? Parce que les enfants... Parce qu'ils sont comme vous. Ils sont pas éduqués. Donc, s'ils n'aiment pas, ils sortent. Et donc, ils réagissent. Ouais. Effectivement, ils rient, ils commentent, et ça, on adore, mais ils peuvent ne pas s'y reconnaître et ne pas aimer. Et les enfants n'ont pas de politesse, ils n'ont pas encore appris cette chose-là. Donc, ce sont des publics non policés et assez extraordinaires et qui mettent une certaine pression, oui. Alors, pression, il y en a sur la Reine des Neiges. Parce que faire un spectacle pour enfants, c'est pas juste faire les guignols et mettre des couleurs primaires. C'est ce qu'il disait, c'est ce que disait Stéphane Verhutten. Jouer devant des enfants, il faut absolument atteindre leur imaginaire, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus grand que le nôtre. Nous, on perd plutôt... Plus exigeant. Voilà, plus riche, pas forcément plus exigeant, mais nous, on perd d'imaginaire tout en grandissant. Ils sont encore totalement ouverts et cette richesse-là, il faut l'atteindre. C'est pas simple. La Reine des Neiges. Oui. Alors, dans une version un peu moins sucrée que celle que Disney a présentée, qui est en réalité une version totalement différente, qui est la version originelle. Oui. Et puis alors, dès qu'on entend La Reine des Neiges, il y a un certain refrain. On a une musique qui arrive. Dans l'oreille. Peut-être qu'après ce spectacle, on a sous-titré d'ailleurs ce spectacle. Peut-être que ça va libérer un certain nombre de parents. L'histoire oubliée, parce qu'en fait, on va essayer de rappeler à tous ceux qui ont vu l'histoire de Disney qu'en fait, c'est quand même appuyé sur un conte d'Andersen absolument magnifique qui s'appelle La Reine des Neiges et que va mettre en scène Johanna Boyer. Voilà, qui est au Vieux Colombier. Au Vieux Colombier, qui est une metteuse en scène qui a pas mal travaillé dans le privé et avec beaucoup de succès. Elle avait fait Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, qui était une sorte de spectacle sur Arletty, chanté, absolument magnifique. Donc, Johanna m'a invité plein de fois. Je suis allé voir ses spectacles. Elle a beaucoup travaillé avec d'anciens académiciens, beaucoup de comédiens que j'aime beaucoup. Donc, je me suis trouvé, les affinités de comédiens comme ça. Et puis, on devait monter un autre spectacle pour enfants, mais les droits étaient très durs à atteindre. Donc, on est revenu dans une chose où les droits sont beaucoup plus simples. Andersen, absolument. Et donc, elle va monter ça. Généralement, on fait des spectacles pour enfants au studio théâtre. Là, il y en aura un au studio théâtre, donc avec le cerf de Marcel le chien, pardon, de Marcel Aimé. Et puis, il y aura aussi un petit peu comme il y a eu Sans famille, qui était mise en scène par Léna Bréban, au Vieux Colombier. Là, finalement, ça devient pas une série, mais pour les fêtes, il y aura effectivement au Vieux Colombier La Reine des Neiges. Alors, vous présentez, on l'a un peu dit, Salle Richelieu, dans un an, un Médée de Ripide, donc qui rentre au répertoire en 2023. Qui va rentrer au répertoire en 2023, c'est une curiosité. Ouais. Mise en scène Lisa Boa ou Brecht, et puis avec Séphora Pondy dans le rôle de Médée. Oui, absolument. Lisa Boa est une... metteuse en scène d'une trentaine d'années, je crois. Je vais beaucoup au théâtre, beaucoup dans les scènes dites émergentes, dans pas mal de festivals. J'aime beaucoup ça, mais la fréquence de mes visites fait que je n'ai pas le temps d'aller à l'étranger. C'est toujours plus complexe, ça prend du temps. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, je vais demander à ceux qui sont devenus des camarades de cette maison, Guy Cassir, Yvon Van Hove ou Thomas Ostermeyer, est-ce que vous avez, vous, dans vos troupes, dans vos villes, dans vos théâtres, des jeunes pousses, femmes ou hommes, qui mériteraient tout d'un coup qu'on leur donne des moyens? Et puis le nom de Lisa Boa ou Brecht est revenu plusieurs fois, notamment par Guy Cassir qui dirigeait le théâtre d'Anvers et qui avait une école de mise en scène en 4 ans, où il prenait des jeunes gens et 4 ans après, ces gens-là étaient formés pour faire un grand spectacle dans la grande salle. Lisa Boa a fait cette école et on est sorti, a fait. Donc j'ai entendu, je suis allé en Belgique voir un très beau spectacle. Elle est autrice aussi. Elle avait travaillé sur le modèle féminin de Bruegel.
Le spectacle s'appelait Bruegel, puis surtout j'ai vu, alors j'ai pas eu la chance de le voir, je l'ai vu en vidéo, mais elle a monté un Hamlet, pour moi absolument stupéfiant, dans une sorte de baroque flamand, fait de clownerie, de danse, de farine, d'éléments plastiques, physiques, dansés, dans un mélange très surprenant, et puis avec cette chose qui m'intéresse beaucoup, sur le fait que hommes ou femmes, elles donnent les rôles indifféremment, ils ne sont pas genrés. C'est une chose de la nouvelle génération, ce qui est sans doute, je trouve, une manière assez intelligente d'essayer de réparer une injustice de répertoire qui est assez peu paritaire. Donc, sauf à réécrire le répertoire, ce qui est toujours compliqué, de temps en temps, et d'ailleurs même Thomas Ostermeyer va le faire à un moment dans Le Roi Lear, des fois, le muscle des rôles, la dynamique des rôles suppose un caractère dynamique qui, lui, n'est pas genré, qui peuvent appartenir à un jeune homme ou une jeune femme. Donc, elle avait fait jouer Polonius, Lisa Boa, par une jeune femme, et c'était incroyable de clarté, de vérité. Donc, j'ai été assez impressionné par ce théâtre, et je me suis dit qu'il était beau de faire ce genre de pari et d'inviter des jeunes gens. C'est un énorme pari, c'est vrai, une jeune metteuse en scène qui ne connaît pas, qui n'est pas française, oui. Qui se saisit de cette pièce, oui. qui va être forcément une pièce très attendue. Faire des paris est déjà une réussite en soi, je trouve. C'est déjà un luxe de pouvoir le faire. Un pari. Donc, et puis, encore une fois, c'est ce qui vous anime aussi, je me dis tout le temps que dans cette maison, qui a l'air comme ça, tellement lourde, épaisse, sombre. Victor Hugo était déjà en procès avec la Comédie Française à l'âge de 20 ans parce qu'il avait refusé, la Comédie Française avait refusé sa seconde pièce. Donc là, moi, j'en suis pas à avoir des auteurs de 20 ans à la salle Richelieu. Donc finalement, le fait de faire venir des gens jeunes, des esthétiques, et puis ça correspond aussi, encore une fois, les thèmes de cette génération-là sur l'écriture de plateau, sur l'adaptation de pièces antiques est une chose qui m'intéresse. Elle m'intéresse d'un point de vue intellectuel, elle m'intéresse aussi parce que c'est une matière travaillée actuellement. Et donc avant même d'en penser quelque chose, à savoir est-ce que c'est une grande époque ou pas une grande époque, le fait que la Comédie Française participe, reçoive, comme par imprégnation des eaux, comme ça, ces manières-là de résoudre certains problèmes, ça m'intéresse. Voilà. La question du genre, on peut peut-être évoquer ça à la fin, mais allons-y puisqu'il est question de Médée. La question du genre et celle des femmes et la place des femmes est assez présente dans cette programmation. Il y a beaucoup de femmes metteuses en scène. Il y a aussi des pièces. On parlait de Médée. On parle également Le Roi Lear. Il y a l'histoire du genre. On le verra, mais il y a une pièce écrite par Françoise Gillard sur Souchon avec que des comédiennes qui reprennent les textes de Souchon. C'est quelque chose de, j'imagine, totalement organique, pour utiliser un anglicisme, un barbarisme. Ça n'est pas volontaire, mais ça s'inscrit quand même de façon en filigrane dans cette programmation. Est-ce que ça fait partie des préoccupations des artistes qui viennent vous voir ? J'ai dit, je crois, il y a quelques saisons, que j'avais souvent dans mon bureau des jeunes femmes dont la maîtrise et l'intérêt des dossiers était beaucoup plus grande que celle des jeunes hommes que je pouvais recevoir. Donc, c'est pas moi qui ai un tropisme particulier, c'est que travail a été fait, sans doute. Travail reste à faire, sans doute aussi, mais que il y a plein de jeunes metteuses en scène qui sont absolument maîtrisantes de leur art, de leur désir, qui ne sont nullement impressionnées et qui me convainquent immédiatement de la pertinence de leur projet. Donc, ça fait partie. C'est le monde qui est comme ça. Et alors tout ce qui est du genre, qui sont de temps en temps, ces thématiques-là peuvent être heurtantes. Il peut y avoir des radicalités qui s'expriment et qui sont pas toujours faciles à comprendre. Je trouve que le théâtre permet des inscriptions intelligentes et sur des temps plus longs. Et donc, il m'intéresse
que ça s'exprime. C'est pas tant moi qui leur dis, comme je disais au début, je trouve des artistes et je leur demande ce qu'ils ont dans leur besace. Je leur demande jamais, il y a un thème socialement très important actuellement, j'aimerais bien que tu pondes quelque chose là-dessus pour que je sois dans la vague. Pas du tout. Ça se fait naturellement. On parlait de textes contemporains. Sylvia Costa adapte Mémoire de fille d'Annie Ernaux. Amina Gina. Alors, Théorème, je suis pas sûre que ce soit Théorème. Je me sens un cœur à aimer toute la terre, d'après Pasolini, au Vieux-Colombier. On n'est pas sur la problématique des femmes, mais il y a effectivement de jeunes créatrices. Il y a effectivement des textes contemporains. Souchon peut être considéré comme de la poésie. C'est en tout cas ce que le pari que vous faites avec Françoise Gillard. Alors Françoise Gillard n'écrit pas une pièce sur Souchon. Non. C'est un spectacle musical sur Souchon. De même que le portrait sur Gainsbourg qu'ont fait Stéphane Verrupen et Sébastien Poudroux, Françoise est venue en disant je connais un des fils de Souchon qui peut nous permettre d'atteindre cet auteur extraordinaire qui apparemment n'a pas de portable, qui n'est pas facile à atteindre. Mais il est vrai que Souchon, moi j'adore ça. Mes enfants le chantent à tue-tête dans les voitures quand on part en vacances. Il est d'une telle discrétion. Dans notre imaginaire à tout, il fait tellement peu de déclarations fracassantes qu'on oublie que c'est une machine de guerre de tubes incroyable. On connaît tous des tubes, il y a un nombre de tubes absolument insensés, et puis surtout, toute génération confondue, tout le monde chante Souchon. Donc elle a voulu faire un spectacle qu'elle appelle La Ballade de Souchon, qui va être simplement une sorte de cabaret. Il n'est pas dit qu'elle va pas écrire des transitions, des choses à l'intérieur. L'idée qu'elle a eue, c'est de se dire que Souchon écrit tellement bien sur les femmes qu'il lui semblait intéressant que ça soit les comédiennes de la troupe qui puissent s'en emparer. Voilà, ça s'appellera La Ballade de Souchon. Alors, vous parliez tout à l'heure, en début d'émission, de la façon dont vous aviez, avec cette troupe et toutes les équipes de la Comédie Française, contourné les obstacles. Émerge au milieu de tous ces obstacles une forme théâtrale hybride qui s'appelle le théâtre à la table. Il y a à peu près 2 ans. On parle pas de tout alors, ou on y reviendra après? À quoi? Le spectacle notamment d'Amine. Ah ben allons-y. Ah si, non, parce qu'on l'a évoqué. Théorème. Je me dois d'une équité sur non, la présentation. Oui, je suis d'accord. Non, mais après je prends l'entière responsabilité de tous les oublis. Je ferai un résumé après, cartésien, comme j'aime bien faire. C'est juste, je regarde mon camarade Arthur qui sait que l'heure tourne, donc j'essaye. Moi, que voulez-vous? Je suis au milieu, je suis entre la poire et le fromage. Alors, pour aller très vite, Amine Adjina et Émilie Prévoto. Émilie Prévoto, qui était une académicienne de cette maison il y a assez longtemps déjà, mais que je connais très bien. J'ai croisé Amine Adjina à ce moment-là, il y a quelques années, et puis depuis, par amitié et par curiosité, j'ai suivi avec leur compagnie l'ensemble des spectacles qu'ils ont commis tous les deux. Elle étant à la mise en scène et Amine étant beaucoup aussi à l'écriture. C'est un auteur qui est édité, et donc je les ai convoqués à ce titre-là. Et Amine m'a dit, écoute, j'aimerais bien écrire quelque chose sur la place, en tout cas sur la place de l'étranger lorsqu'il intègre une cellule familiale. Voilà. Cellule familiale de famille ou un pays qui est une autre cellule. Un autre type de famille. Agrandie, absolument. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une cellule lorsqu'un étranger entre, lorsqu'on invite un étranger à y rentrer? Et il m'a dit, tu connais ce film, Théorème de Pasolini? J'ai dit oui, très bien. Cet ange plus que sexué qui vient et qui révèle une famille entière, quel que soit le genre, à sa sexualité, à son destin. Il m'a dit, c'est pas ça que je vais raconter, mais je reprends le dispositif, la dramaturgie de Théorème. C'est pour ça qu'il dit Théorème, j'ai un cœur à aimer toute la terre, et j'ai un cœur à aimer toute la terre. Vous le savez, c'est une des répliques de Don Juan. Je ne le savais pas. Voilà. Je l'avais oublié. Comme ça, on est toujours dans Molière. Donc ça, c'est une écriture qui va se faire
in situ pratiquement, et j'en suis très fier. Puis Sylvia Costa, dont on a juste parlé, Sylvia Costa qui est une metteuse en scène italienne. J'ai la chance qu'elle ait trouvé un petit créneau pour qu'elle vienne avec nous. J'ai vu beaucoup de ses spectacles. Je les trouve extraordinaires de précision. C'est une métaphore, c'est une comparaison qui est sans doute pas bonne, mais ça me fait penser à la précision de Bob Wilson. Tellement entre le jeu, la chorégraphie, le geste. J'ai vu en plus des opéras où il y avait tous ces arts-là confondus. Elle opère en Italie ? Elle est plutôt... non, beaucoup en France. Alors sans doute en Italie aussi. Moi, j'ai vu des choses qu'elle a fait en France. Et Sylvia Costa vient avec un livre d'Annie Ernaux, Mémoire de fille, Annie Ernaux qui, des années après, a écrit sur une expérience traumatique qui était celle de son premier rapport sexuel qu'elle avait envisagé comme une libération, qui était un traumatisme. Elle appelle ça un trou inqualifiable dans sa mémoire. Et Sylvia Costa distribuer cette parole entre trois femmes. Et ce sera donc au Vieux Colombier. Très bien, j'espère que nous n'avons rien oublié. Parlons de ces théâtres à la table. Parlons en fait de cette programmation qu'on dit digitale. J'espère qu'un jour on trouvera un plus joli mot. Ce format inventé par la contrainte et dans la contrainte, finalement, existe. Vous l'avez fait exister lors de cette saison Molière, puisque ces théâtres à la table ont été filmés, diffusés, mais aussi donnés en direct, en public. Et ils font, finalement, ils accompagnent une mission essentielle à la Comédie Française, qui est la mission éducative. Oui. Puisque les spectacles qui seront montés à la table sont des spectacles, sont des textes qui sont présentés au bac. Oui. Donc il y a un certain nombre... voilà, je vous laisse poursuivre. Il y a deux raisons pour lesquelles c'est une mission importante. Et d'une, parce que je suis aussi là pour faire découvrir le théâtre et le plaisir du théâtre aux nouvelles générations, en espérant que ces nouvelles générations, ensuite, en autonomie, viennent voir des spectacles. Donc c'est ce que je tente de faire, mais aussi parce que... Avec tout un dispositif, qui n'est pas que évidemment, le digital. Et que c'est une matière extraordinaire, que le théâtre comme maïeutique. Enfin, moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin, quand j'étais à l'école. J'ai enseigné le théâtre dans des écoles et c'est une matière magnifique parce que les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que très souvent, ça bouscule les hiérarchies dans une classe et que très souvent, cette matière-là fait que ce qui est considéré par des défauts devient des qualités. Donc, c'est une matière assez extraordinairement utile au sein de ces âges de formation évidemment très important dans la vie d'une jeune femme ou d'un jeune homme. Effectivement, ce que nous avons avec le théâtre à la table, qui est donc une forme un peu fragile, où on répète très vite un spectacle qu'on lit à la table, avec un petit peu de jeu, d'organisation, mais des choses qu'on lit, qu'on a à peine vues. Donc on est entre l'envolée d'une chose qu'on incarne tout d'un coup parce qu'on est en train de la trouver, et puis la page d'après, on revient ici. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. Donc on s'est aperçu, les professeurs avec lesquels nous travaillons nous ont dit à quel point c'était une forme qui les intéressait beaucoup parce qu'elle était beaucoup moins impressionnante pour les élèves qu'un spectacle sur scène, en costume. Ou qu'une captation d'un spectacle où il y a les décors de la Comédie Française, les costumes de la Comédie Française, les grands sociétaires de la Comédie Française, les pensionnaires, etc. Où tout d'un coup, ils se disent, mais moi, je ne saurais jamais faire ça. Là, le fait de voir des acteurs bafouiller parce qu'ils n'y sont pas, se reprendre. Ne pas comprendre peut-être parfois leur texte, et simplement lire de la façon la plus objective possible, avec rien que des tables et des chaises. Ça, c'est quand même... Nous sommes là sur des tables et des chaises, tout le monde en a. Il y avait une grande vertu. Donc, fort de ce parallélisme, on a décidé la saison prochaine de suivre le programme du bac théâtre, voilà, de ce qui est au programme, et de donner des équivalences. Et donc au programme, il y a le Soulier de satin que nous avions déjà enregistré, que nous allons redonner en 4 jours, c'est 4 journées, et c'est la mise en scène d'Antoine Vitez qui est au programme, mais justement à titre de comparaison. C'est Juliane Brahim qui va monter en théâtre à la table, en théâtre à la table. Donc la saison prochaine, effectivement, le Richard III. Et puis l'autre thème, alors il y a Dominique Blanc aussi. Dominique Blanc, en soi, intuitif personné, je sais pas comment on dit, est au programme du bac.
comme une sorte Dominique Blanc d'héroïne, est au programme absolument, du Bac Théâtre. comme une sorte d'héroïne absolue et de modèle absolu. D'actrice absolument, ultime. absolument. Donc nous allons aussi, j'imagine, pas mal l'interroger là-dessus. Quel est son ressenti? Vous en avez parlé avec elle? Elle est totalement étonnée d'être sanctifiée de son vivant par l'éducation nationale, assez interdite. J'imagine extrêmement fière, ne sachant pas exactement comment répondre à cette sollicitation et qu'en faire. Mais je crois qu'elle a l'intelligence de savoir qu'elle peut être un modèle pour bien des jeunes actrices et des jeunes acteurs et au-delà de ça, de beaucoup de spectateurs. Et puis, le thème au programme est le jeu. C'est un peu bateau, le jeu au théâtre. Le jeu JEU. Oui, donc on a été chercher les auteurs spécialistes de travestissement, de jeux dans le jeu, de méta-théâtre, etc. Et donc on va monter les Caprices de Marianne de Musset, La Faux Suivante de Marivaux et Les Géants de la Montagne de Pirandello. Respectivement, ce sera Nicolas Lormeau, Claire de la Rue du Camp et Marina Hans qui feront la direction artistique. Qui avait déjà monté un Pirandello lors des premiers théâtres à la table de la première saison. C'est votre 3e saison théâtre à la table? C'est la 3e saison, absolument. Et nous continuons parce que nous avons des perspectives futures, numériques. On essaye de regarder comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde-là qui nous intéresse. Mais il est vrai que on a vécu des paradoxes pendant ces 2 ans. C'est des paradoxes quelquefois douloureux, mais finalement, les salles étant fermées, on a presque eu plus d'audience que d'habitude. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, on nous a beaucoup dit que la troupe, notamment, et par la troupe la Comédie Française, avait gagné en proximité dans l'esprit des uns et des autres. Que beaucoup de gens étaient face à la Comédie Française comme face à un monument. La Tour Eiffel avec la neige, un truc un petit peu séparé. Elle est sortie de sa boule, la Comédie Française. Et qu'elle s'est beaucoup rapprochée. Autre paradoxe, c'est dans la plus grande des distances, dans l'impossibilité de se rencontrer, on a gagné en proximité. Et cette chose-là, je veux absolument continuer à le développer parce que je trouve ça fertile, et puis surtout l'ensemble des téléspectateurs, des web spectateurs, des spectateurs qui nous ont suivis par ce biais-là, parce qu'ils sont empêchés géographiquement, je ne veux pas refermer la porte et j'ai à cœur évidemment de garder le lien. Prévu également dans cette programmation digitale les minutes nécessaires de poésie. Oui. Qu'est-ce donc? C'est qu'on s'est dit que chaque jour, c'était bien d'avoir une minute de poésie dans nos vies. Qu'on regarde ou qu'on écoute? Qu'on regarde et qu'on écoute. C'est-à-dire que ça aussi, on le fait en association avec l'Éducation nationale. Vous vous souvenez qu'on avait fait l'intégrale des Fables de La Fontaine, parce que La Fontaine avait ses 400 ans. Il est l'aîné de Molière de 6 mois, je crois. Donc c'était en 2021. Et puis là, il y a... Vous avez fait Proust, la recherche. Et on a fait Proust, évidemment. Et puis on continue. Parce qu'il y a Victor Hugo, Les Contemplations, il y a l'intégrale des Fleurs du Mal de Baudelaire, et puis Alcool d'Apollinaire, dans son intégrale aussi. Il y a 284 poèmes qui sont en train d'être enregistrés actuellement par la troupe, qui vont être disponibles sur notre site et que nous allons distiller tout au cours de la saison pour qu'il y ait 1 minute de poésie par jour. Voilà. L'ensemble donc de cette programmation sera en ligne, accessible à tous, ou est-ce qu'il faut des mots-clés? Est-ce qu'il faut... est-ce que ce sera ouvert, ou est-ce que... mais ça va être ouvert, bien sûr. Vous me regardez avec des yeux, enfin, bien sûr. Nous n'avons rien à cacher. Un mot-clé, un abonnement. Je n'ai que des informations à donner. Nous n'avons rien à cacher. Il y a tas de choses à montrer. Ouais. Vous poursuivez votre partenariat avec Pathé et la captation oui, avec France Télévisions, avec Pathé, avec Arte, de certaines pièces, absolument. Alors là, les bousculades de programmation desquelles on sort à peine ont fait que on ne sait pas encore sur quel titre ça va se faire, mais nous sommes en discussion c'est avec quelle eux. Fréquence? La diffusion dans les cinémas, par exemple? Tout dépend de leur calendrier et du nôtre. Ça va jusqu'à 3 captations par an. Ça peut être une seule ou 2. Bon, ça dépend des années. Encore une fois, on a traversé des moments où on ne savait plus exactement quelle était la fréquence des choses. Donc, je ne sais pas à quel point on va revenir à la norme ou pas. Mais on a des collaborations avec Arte aussi, évidemment, et avec France Télévisions, avec France 3, sur notamment les cabarets. Et puis, on continue les partenariats avec...
France Culture et France Inter. Voilà, et France Culture, vous poursuivez votre cycle Racine, absolument. Merveilleux. On terminera pas encore la saison prochaine, sans doute la saison d'après, mais cette grande collection audio qui n'existait pas du tout, on est en train de la terminer, voilà. Cette saison, ce sera Alexandre le Grand? Oui, et la Thébaïde, où est-ce qu'on l'a déjà montée? Je sais plus, j'avoue que là, pour le coup, je ne sais plus. Je crois que c'est Alexandre le Grand. On en fait une ou deux. Alexandre le Grand, c'est sûr qu'on doit le faire. Et l'autre, je crois que c'est la Thébaïde. Je crois que c'est la Thébaïde, hein, absolument. Et puis, on va refaire un petit Nicolas, parce que ça marche très très bien. On va continuer le cycle Tintin. Un Tintin, un petit aussi, Nicolas, voilà, un Racine. Ça, c'est la pluralité des genres. Voilà, absolument. Et puis des tournées. Les tournées, absolument. En France et à l'étranger. 8 spectacles vont tourner. Le Tartuffe va tourner, absolument. Le Tartuffe vient de tourner. Il vient de tourner à Hambourg. Il est actuellement à Lyon. Non, il est actuellement au Printemps des Comédiens. Aidez-moi. Le Printemps des Comédiens. À Montpellier. À Montpellier. Merci. Le ton dans mon oreillette que je n'ai pas. Bientôt, il sera aux Nuits de Fourvière à Lyon. Et puis, il va jouer à Athènes aussi. Et puis, il partira en tournée, effectivement, d'octobre déjà à Genève. Et puis, il sera en tournée la saison prochaine. Il y a le Don Juan aussi qu'a monté Emmanuel Domin cette saison au Vieux-Colombier qui va tourner. La saison prochaine, il y a 7 minutes de Stefano Massini qui va tourner en France aussi. On est ravis, absolument, tout l'automne prochain. Et puis, il y a pas mal de Singulis qui vont tourner. D'ailleurs, les Singulis, on n'en a pas parlé, mais il y en a 4, si ma mémoire est bonne, qui vont se reprendre au Studio Théâtre en fin de saison prochaine, des Singulis qui n'ont pas été assez vus, notamment le Singulis magnifique de Christian Godon sur Jacques Ralit, qui s'appelle de mémoire la parole, la poésie et la politique, me semble-t-il. C'est Karel Ménine, qui est une journaliste et une autrice qui a compulsé les textes de Ralit et qui l'a interviewé avant sa mort. Et Christian Godon en donne une version absolument magnifique. On va reprendre La Messe là-bas, Didier Sandre, voilà, ce texte de Claudel. Un mariage qui fonctionne assez bien aussi. Oui, cet extraordinaire texte de Paul Claudel dans lequel il y a absolument tout son théâtre. Catherine Salvia aussi va venir. Alors, Catherine Salvia, qui est une sociétaire honoraire de cette maison. Honoraire, ça veut dire qu'elle est partie de cette maison, mais qu'elle peut revenir y jouer. Elle a une sorte de médaille de vieux grognard de Napoléon. Voilà. Catherine, elle est partie au bout de 36 ans de maison. Elle a trouvé elle-même cette longévité extraordinaire. Au lieu d'être malheureuse de partir, elle était si heureuse d'avoir eu la chance d'être dans cette maison aussi longtemps, et son spectacle s'appelle 36 chandelles à la Comédie Française, voilà, et elle va venir évidemment le jouer au studio. Je ne pouvais pas lui refuser de jouer ce spectacle dans les murs qui l'ont accueilli et qui l'ont aimé si longtemps. Et puis Molière Matériaux, qui est un des Singulis qui vient de se donner, Pierre-Louis Calixte, qui a écrit une chose d'une plume extraordinaire. Je ne savais pas cette plume-là, d'un rapport entre Molière et sa vie, voilà. Et je trouve que c'est un des hommages à Molière de cette saison les plus extraordinairement sensibles. Donc je suis très heureux qu'il puisse le reprendre. Un texte dont il m'a dit qu'il faisait 8 heures au départ. Il a dû le réduire pour rentrer dans le canon d'une représentation en studio. 1h20, même un peu moins. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Comédie Française pour cette fin de saison et ce début de saison? Comment vous vous projetez, Éric Ruff? Avec beaucoup d'enthousiasme et de positif. Et cette troupe, voilà. Vous avez présenté le programme à la troupe. Comment est-ce que alors, ça vibre? Tout le monde m'a dit, j'espère, on a oublié plein de petites formes, mais je vous invite à regarder dans la brochure, tout notamment sera sur le site, tous les portraits d'acteurs, les paradoxes, etc. Il y a énormément de choses que je n'ai pas eu le temps de vous préciser sur tout ça. Pas mal de gens m'ont dit que c'était une saison d'une richesse extraordinaire. J'étais un peu étonné par cette réflexion, parce que il n'y a pas plus de choses que d'habitude, même si en soi la Comédie Française a la chance de pouvoir faire énormément de propositions. Mais par rapport aux autres années, ça n'est pas une corne d'abondance non plus. Cette chance, pourquoi? Parce qu'elle a un dispositif technique, matériel, parce qu'elle a la troupe? Mais parce qu'elle a...
Je reçois personnellement... Une mécanique? Je reçois personnellement les élèves de 3e et de seconde qui viennent faire des stages en milieu professionnel à la Comédie Française. Et à chaque fois, je leur dis... la Comédie Française n'est pas forcément le lieu dans lequel on fait le plus beau des théâtres. Il y a plein d'autres théâtres en France et dans le monde entier qui font des spectacles magnifiques. On est faillible, de temps en temps on se plante. Par contre, si vous voulez mettre une photo en face de théâtre dans votre cahier, mettez la Comédie Française parce que c'est le seul théâtre en France qui a des ateliers de costumes, des ateliers de décors, qui a une troupe. Donc c'est comme un rêve autarcique. Donc c'est ça qui nous donne une puissance... j'ai employé ce terme de puissance de feu, je crois que c'est pas le bon terme, une puissance poétique extraordinaire. Pour le coup, on peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, de temps en temps, on qualifie cette maison, parce que nous sommes 400, et que donc forcément l'organisation est complexe. Donc de temps en temps, on peut se dire, oh là là, ça avance lentement, il faut éteindre les moteurs des milles et des milles avant l'entrée dans le port, tellement ça avance sans pouvoir bouger. Je crois que ce que nous avons traversé a prouvé que les forces vives d'une maison, que la permanence de ces artistes et de ces salariés permet de faire des changements de bord ultra rapides et que le pétrolier finalement s'est mué en goélette extrêmement rapidement. Donc voilà, en Riva. J'aime bien goélette, c'est avec le vent. Ça pollue moins. Oui, voilà. Riva, oui, c'est élégant, Riva. Merci. Alors effectivement, retrouver toutes les informations, tout ce que nous venons de nous dire, mais également tout ce que nous avons oublié de dire, tout ce que nous n'avons pas eu le temps de dire. On vous a dit l'essentiel, mais notamment sur toutes les reprises. Voilà, je sais que certains d'entre vous se disent « Ah, je n'ai pas vu ce spectacle-là, est-ce qu'ils vont le reprendre ?» Voilà, il y a plein de reprises, notamment à la salle Richelieu. Je vous invite à regarder sur le site et dans la brochure. 13 reprises cette saison. Donc Et puis d'ailleurs, on se voit, je suis ravi, Béline, de vous voir, mais on se voit à travers des écrans. On aurait pu penser qu'on pourrait renouer avec la tradition de l'administratrice ou de l'administrateur qui vient présenter la saison au public dans la salle Richelieu. En fait, la reprise, là, est d'une grande densité. Les salles sont combles. Julie Deliquet n'a pas énormément de temps de répétition pour son spectacle, donc je ne voulais pas interrompre les répétitions et d'interdire des répétitions pendant un moment pour vous recevoir. Donc on le fait là de manière distanciée. J'espère que vous ne voudrez pas et que les saisons prochaines, j'espère bien qu'on se reverra. Vous êtes déjà dans les salles. Est-ce qu'on nous en veut? Il dit non. Très bien, merci 1000 fois, Éric Ruff, dans votre joli bureau. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Merci de votre fidélité. Merci Arthur, merci Andrea. Voilà, merci Arthur, merci Andrea. C'était Quelle Comédie avec ce soir Éric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française. Lundi prochain, vous retrouverez ma avec Béline Delat, la journaliste générale. Voilà, la journaliste générale. La semaine prochaine, une autre journaliste générale, Judith Shane, sera à ma place. Voilà, nous sommes deux générales. Ça nous va assez bien. Et elle sera avec Anne Kessler pour parler d'extraits de femmes présentées justement au Studio Théâtre. Bonne semaine avec la Comédie Française. À très bientôt.